Bonjour à tous, dans les quelques vidéos qui vont suivre, nous allons parler des ANOVA à mesure répétée. Vous connaissez déjà les ANOVA, analyse de variance, et vous savez que ce sont des tests qu'on va appliquer lorsqu'on aura une ou plusieurs variables indépendantes de type catégoriel et une variable dépendante de type scale. On parle d'ANOVA à mesure répétée lorsque plusieurs mesures sont effectuées sur les mêmes individus statistiques. Un individu statistique, ça peut être soit un sujet, soit un groupe de sujets qui entretiennent des relations de dépendance entre eux. Par exemple, si j'ai envie d'étudier la satisfaction conjugale de couples, eh bien je considérerai que chaque couple constitue un individu statistique, et ce même s'il est constitué de deux personnes physiques distinctes. Pourquoi est-ce que je les traite toutes les deux comme un seul et même individu statistique? Eh bien parce qu'il y a un fort lien de dépendance entre la mesure qui sera prise sur chacun de ses membres. Si une des deux personnes du couple est très satisfaite au sein de son couple, il y a très peu de chances pour que l'autre ne le soit pas du tout. Et à l'inverse, si un des deux membres n'est absolument pas satisfait au sein de son couple, il y a très peu de chances pour que l'autre soit très satisfait. Et même si on observe de différences entre les scores des deux membres au sein du couple, il y a vraisemblablement toute une série d'éléments qui va entraîner un lien de dépendance entre leurs deux scores, puisque ce sont deux personnes qui a priori vivent au même endroit, partagent pas mal d'expériences de vie communes, etc. In fine, on repérera des mesures répétées dans deux situations distinctes, et la première est celle où des individus statistiques sont mesurés dans plusieurs modalités d'un facteur ou de plusieurs facteurs de type intra. L'exemple classique est celui du facteur avant-après. Imaginons qu'on se demande si un certain entraînement spécifique pourrait améliorer les performances en mathématiques d'un ensemble d'enfants. Eh bien, pour le prouver, on pourra mesurer le score de performance avant et après l'entraînement spécifique, et ce dans le but de voir s'il y a eu une évolution. La deuxième situation est celle où on collectera plusieurs mesures répétées sur un seul et même individu statistique, sans pour autant que ces différentes mesures ne se rapportent à des modalités distinctes d'un facteur intra. L'exemple que j'ai donné précédemment sur la mesure de satisfaction au sein de couple est un tel exemple. On distinguera trois types de design différents lorsqu'on fera des ANOVA à mesure répétée, et tout l'objectif de cette première vidéo sera de vous amener à comprendre comment faire la différence entre les plans nichés, les plans croisés et les plans mixtes. Vous verrez que pour déterminer en présence de quel type de design on se trouve, on va toujours procéder de la même manière. Dans un premier temps, comme vous avez d'ailleurs l'habitude de le faire pour repérer le test adéquat pour tester n'importe quel type d'hypothèse, on va commencer par identifier là où les VI dans le design ainsi que la variable dépendante. Et on va se demander de quelle nature sont chacune de ces variables. Par nature, je veux dire, est-ce qu'il s'agit de variables catégorielles ou de variables quantitatives? Comme vous le savez déjà, si vous repérez une ou plusieurs variables indépendantes catégorielles ainsi qu'une variable dépendante de type scale, quantitative, vous savez que vous devrez faire une ANOVA. Une fois qu'on a repéré et qu'on est en présence d'une hypothèse qu'on pourra tester à travers une ANOVA, on va essayer d'identifier l'individu statistique et surtout tenter de déterminer combien est-ce qu'il y a de mesures par individu statistique. Comme vous l'aurez compris, s'il y a plusieurs mesures par individu statistique, on devra faire une ANOVA à mesure répétée. Ensuite, on va essayer de positionner les mesures répétées par rapport aux modalités des différentes variables indépendantes, et c'est cette étape qui va nous amener à faire la différence entre les plans nichés, les plans croisés et les plans mixtes, comme j'y reviendrai dans quelques instants avec plus de détails. Une fois qu'on aura identifié quel type de design on voulait étudier, eh bien, il faudra vous poser les questions classiques que vous avez l'habitude de vous poser. Est-ce que j'ai une idée à l'avance de l'endroit de la différence ou au contraire, est-ce que je souhaite partir sur une logique de comparaison 2 à 2? Et enfin, est-ce que je vais définir des hypothèses unies ou bilatérales? Mais cette dernière question, on ne se la posera pas dans cette vidéo-ci puisque notre objectif est d'arriver à déterminer en présence de quel type de plan on se trouve et donc on s'arrêtera à la troisième question. La suite sera traitée dans une prochaine vidéo. Partons tout de suite d'un exemple. Imaginons qu'on s'intéresse à trois groupes d'équipes de joueurs de tennis en double qui ont été soumis respectivement, en plus de la préparation physique et des techniques habituelles, soit à une préparation visant à renforcer la confiance en soi, à une préparation visant à lutter contre le stress ou à aucune préparation supplémentaire du tout. Pour chaque joueur, on va calculer un indice de performance et on s'attend à observer de meilleures performances moyennes pour les joueurs qui ont reçu une préparation spécifique, que ce soit gestion de la confiance en soi ou du stress, par rapport à ceux qui n'ont pas suivi d'entraînement spécifique du tout. Comme nous l'avons déjà vu, la première étape sera d'identifier là où les VI ainsi que la VD et de déterminer leur nature. Pour pouvoir repérer la VI et la VD, il faut commencer par repérer l'hypothèse. Or, la voici.
On s'attend à observer de meilleures performances pour les joueurs ayant reçu une préparation spécifique, sans qu'il n'y ait de différence significative de performance moyenne en fonction de la préparation reçue. Dans cette hypothèse, vous devez repérer que les performances devraient varier suivant la condition dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on a reçu un entraînement spécifique, confiance en soi, gestion du stress ou aucun entraînement? Autrement dit, la variable dépendante est le score de performance. Dans la mesure où on calcule un indice, on se doute que ce sera une variable de type quantitatif. Et enfin, comme je l'ai déjà dit également, le score de performance va varier en fonction de la condition dans laquelle on se trouve. La condition, la préparation spécifique reçue, sera donc la variable indépendante. Et comme on peut le voir ici, il s'agit d'une variable indépendante catégorielle à 3 modalités. Voilà qui vous amène à comprendre qu'on devra réaliser une ANOVA à un facteur, puisqu'on a une variable indépendante catégorielle à 3 modalités, ainsi qu'une variable dépendante de type skill. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que l'individu statistique dans mon design et surtout combien est-ce que j'ai répété de mesures par individu statistique. Comme vous le savez, comme on l'a déjà vu, il y a deux situations qui peuvent amener à la présence de mesures répétées. Et la première situation était la présence d'un facteur de type intra. Le seul facteur dans mon design, nous l'avons déjà vu, c'est le type de préparation spécifique qui a été réalisé en plus de la préparation physique et des techniques habituelles. On avait vu qu'on avait une variable indépendante catégorielle à 3 modalités. Pour déterminer s'il s'agit d'un facteur de type intra ou d'un facteur de type inter, il faut se demander est-ce que ce sont les mêmes individus statistiques qui sont testés 3 fois dans chacune des conditions ou est-ce qu'on a 3 groupes de sujets distincts qui sont répartis dans une des 3 conditions? Et la réponse, vous l'avez ici. On a 3 groupes d'équipes de joueurs qui ont été soumis respectivement à chacun des entraînements qui sont proposés. On a bien dit respectivement et non successivement. Ce ne sont donc pas les mêmes équipes de joueurs qui se retrouvent dans chacune des modalités de la variable indépendante. Voilà qui nous amène à comprendre que notre facteur est un facteur de type inter et donc on ne va pas avoir de mesures répétées qui définiront un facteur de type intra. Il y a par contre bien des mesures répétées parce qu'on étudie non pas des joueurs solitaires, mais des équipes de joueurs. Autrement dit, un individu statistique, ce ne sera pas un joueur, mais une équipe de joueurs. Dans la mesure où il y a 2 personnes physiques par équipe, on aura bien nécessairement au moins 2 mesures répétées par individu statistique. Quand vous aurez une vue d'ensemble sur les différents types de plans qu'on peut avoir lorsqu'on fait une ANOVA à mesure répétée, vous serez en mesure de comprendre que là, je vous ai déjà donné suffisamment d'éléments pour déterminer qu'on fera une ANOVA à un facteur avec plan niché. Mais afin de m'assurer que vous compreniez bien ce qui m'amène à déterminer ce type de plan, et surtout pour vous donner une stratégie que vous pourrez appliquer pour n'importe quel type d'ANOVA à mesure répétée, nous allons faire un petit exercice qu'on fera dans chaque exemple qui consiste à repérer les différents individus statistiques dans la base de données, à déterminer combien est-ce qu'il y a de mesures répétées par individu statistique et surtout à positionner ces mesures répétées par rapport aux modalités du ou des facteurs qui nous intéressent dans le design. Cela constitue donc la troisième étape lorsqu'on décortique un scénario et qu'on a pris conscience du fait qu'on devra faire une ANOVA à mesure répétée. Dans notre exemple, on s'intéresse à 30 équipes de joueurs. Il y a 10 équipes de joueurs qui se trouvent dans la condition sans entraînement supplémentaire. Il y a 10 équipes qui se trouvent dans la condition gestion de la confiance en soi. Et enfin, il y a 10 équipes qui se trouvent dans la condition gestion du stress. Vous voyez donc bien qu'il y a 30 équipes en tout, soit 30 individus statistiques. Je vais mettre en évidence un seul des individus statistiques, juste pour illustration, mais j'aurais pu faire exactement la même chose en prenant n'importe quelle autre équipe de la base de données, ça n'aurait rien changé du tout. Le but du jeu est de se demander d'abord combien est-ce qu'il y a de mesures répétées dans cet individu statistique que j'ai mis en évidence. Vous voyez 52 et 54, j'ai 2 mesures répétées, soit un indice de performance pour chacun des joueurs de l'équipe. Je vais ensuite me demander, est-ce que ces 2 mesures répétées sont réparties entre toutes les modalités du facteur ou est-ce qu'au contraire, elles sont toutes dans une seule et unique modalité du facteur? Ici, je constate que les 2 mesures se rapportent à une et une seule modalité du facteur, qui est la condition aucune préparation supplémentaire. Je dirais donc que les mesures répétées sont nichées à l'intérieur d'une des modalités du facteur de mon design. Et c'est ce qui m'amène à comprendre que ici, je vais faire une ANOVA à mesure répétée, plan niché. Partons d'un deuxième exemple où cette fois 10 sujets ont été soumis à une épreuve de reconnaissance de chiffres. Chaque sujet se voit présenter une série de 10 chiffres et on leur demande ensuite de les restituer de mémoire.
Pour chaque sujet, l'expérience est réalisée successivement dans les conditions qui vont différer en fonction du temps de présentation de la série de chiffres, 10, 20 ou 30 secondes, et du type de série qui est présentée, soit aléatoire, soit ordonnée de manière croissante. On va s'attendre à ce que le nombre de chiffres reconnus par chaque sujet soit plus grand pour les séries ordonnées que pour les séries aléatoires et que cette différence va s'estomper lorsque le temps de présentation va augmenter. On s'attend également à une augmentation du nombre de restitutions correctes avec le temps, et ce pour les deux types de séries. Commençons par repérer l'hypothèse, ou plus spécifiquement les hypothèses, puisqu'on verra ici qu'il y en a plusieurs, et les voici. On s'attend à ce que le nombre de chiffres reconnus varie suivant qu'on présente des séries ordonnées ou des séries aléatoires, pour commencer. Plus tard, on dira qu'on s'attend également à ce que le nombre de chiffres reconnus varie en fonction du temps de présentation. Quoi qu'il en soit, la variable qui est censée varier en fonction de la condition dans laquelle on se trouve, c'est le nombre de chiffres reconnus. Le nombre de chiffres reconnus constituera donc la variable dépendante dans mon design. Et puisqu'il s'agit d'un nombre, il s'agit forcément d'une variable de type quantitatif. Le nombre de chiffres reconnus peut varier en fonction de deux facteurs. D'abord, en fonction du type de série. Est-ce qu'il s'agit d'une série aléatoire ou ordonnée? Cela constitue donc une première variable indépendante qui est de type catégoriel et a deux modalités, aléatoire vs ordonnée. Le nombre de chiffres reconnus devrait varier également en fonction d'un autre facteur qui est le temps de présentation, qui est un facteur à trois modalités, donc une variable indépendante qualitative à trois modalités, 10, vs 20, vs 30 secondes. On pourrait envisager de faire une ANOVA à deux facteurs, puisqu'on a deux variables indépendantes catégorielles et une VD scale. Attention, n'oubliez surtout pas un détail très important, c'est que si on veut envisager plusieurs facteurs en même temps dans un seul et même design, il faut qu'on ait des bonnes raisons d'envisager qu'il y ait une interaction entre ces différents facteurs. Une interaction, c'est le fait que l'effet d'un facteur ne sera pas le même en fonction de la modalité de l'autre facteur dans laquelle on se trouve. On signale qu'on s'attend à ce que le nombre de chiffres reconnus soit plus grand pour les séries ordonnées qu'aléatoires. Autrement dit, on s'attend à ce qu'il y ait une différence entre le nombre de chiffres restitués pour les différentes modalités du facteur type de série. Mais on s'attend également à ce que la différence entre ces deux modalités s'estompe lorsque le temps de présentation augmente. Cette indication m'amène à comprendre que l'effet du type de série ne sera pas le même suivant qu'on présente les séries pendant 10, 20 ou 30 secondes. Il y a donc bien une interaction suspectée entre les deux facteurs. Et donc, je peux en déduire qu'effectivement, une ANOVA à deux facteurs sera un test adéquat pour tester l'ensemble des hypothèses envisagées ici. À présent, nous allons devoir identifier les individus statistiques et se demander combien est-ce qu'il y a de mesures répétées par individu statistique. Contrairement au premier exemple, l'individu est bien une personne physique, puisqu'on explique bien que notre échantillon, c'est un ensemble de 10 sujets. Par contre, chacune de ces personnes physiques ne sera pas testée une seule fois, mais plusieurs fois, ce qu'on voit au fait qu'il est indiqué que chaque sujet sera testé successivement dans les conditions. Donc si on a cette indication-là, on comprend que chaque individu sera testé d'abord dans la première condition, ensuite dans la deuxième, etc. pour toutes les conditions. Dans la mesure où ce sont les mêmes individus statistiques qui sont testés dans toutes les modalités du facteur temps de présentation, on comprend que ce facteur est un facteur de type intra. Et de la même manière, dans la mesure où tous les individus statistiques sont testés successivement dans toutes les conditions du facteur type de série, donc chaque individu sera d'abord testé avec des séries aléatoires et ensuite avec des séries ordonnées, on comprend que le type de série est également un facteur de type intra. Comme précédemment, nous allons repérer les différents individus statistiques dans notre base de données, et surtout on va se demander combien est-ce qu'il y a de mesures répétées par individu statistique. Ensuite, on positionnera ces mesures répétées par rapport à chacun des facteurs de notre design. On fera l'exercice par rapport à chaque facteur séparément. Dans un premier temps, on va tenter de positionner les mesures répétées par rapport aux modalités du facteur type de série, aléatoire vs ordonnée, et ensuite, on refera le même exercice en positionnant les mesures répétées par rapport aux modalités du facteur temps à trois modalités 10, 20 et 30 secondes. Il y a 10 individus statistiques, puisque 10 sujets dans notre base de données, et chaque individu statistique a été testé dans 6 conditions distinctes. Lorsqu'on lui présentait des séries aléatoires avec un temps de présentation de 10 secondes, lorsqu'on lui présentait des séries aléatoires avec un temps de présentation de 20 secondes, etc. pour les 6 conditions qui sont en fait définies par tous les croisements possibles de modalités entre nos deux facteurs. Dans la mesure où on a un design 2 x 3, il est normal qu'il y ait 6 croisements de modalités possibles. Je vais mettre en évidence le premier individu statistique, mais comme précédemment, j'aurais pu faire l'exercice que je vais faire maintenant sur n'importe quel individu statistique, ça n'aurait rien changé.
L'objectif sera de positionner les mesures répétées par rapport à chaque facteur. Dit autrement, je vais me demander, est-ce que ces 6 mesures répétées sont dans une et une seule modalité du facteur qui m'intéresse, ou est-ce qu'au contraire, elles sont réparties entre toutes les modalités de ce facteur? Si je commence à faire l'exercice en m'intéressant au facteur type de série, aléatoire vs ordonnée, je constate que 3 des 6 mesures sont dans la condition aléatoire et que les 3 autres mesures sont dans la condition ordonnée. Je peux donc dire que les mesures répétées sont croisées autour de toutes les modalités du facteur. Tout à l'heure, nous avions vu que lorsque toutes les mesures répétées se trouvaient à l'intérieur d'une et une seule modalité d'un facteur, on disait que les mesures répétées étaient nichées à l'intérieur des modalités de ce facteur. Maintenant, on vient de constater que lorsque, au contraire, les mesures répétées sont réparties entre toutes les modalités du facteur, on dira que les mesures répétées sont croisées autour des modalités du facteur. On va tenter de voir si les mesures répétées sont nichées à l'intérieur des modalités du facteur temps ou si au contraire elles sont croisées autour des modalités de ce facteur. Dans la mesure où certaines des mesures sont dans la condition 10 secondes, que d'autres mesures sont dans la condition 20 secondes et qu'enfin les dernières sont dans la condition 30 secondes, je peux affirmer que les mesures répétées sont croisées autour des modalités de ce facteur. En résumé, les mesures répétées sont croisées autour des modalités tant du facteur type de série que du facteur temps, donc autour de tous les facteurs en fait de notre design, si bien qu'on va parler de plans croisés. Attention, il est tout à fait possible d'avoir un ou plusieurs facteurs, tant dans les plans nichés que dans les plans croisés. C'est vraiment la position des mesures répétées par rapport aux modalités de chaque facteur qui nous permettra de déterminer en présence de quel type de plan on se trouve. Si les mesures répétées sont nichées au sein des modalités de tous les facteurs du design, on parlera de plan niché. Si au contraire les mesures répétées sont croisées autour des modalités de tous les facteurs du design, on parlera de plan croisé. Enfin, on va voir un troisième et dernier exemple dans lequel on verra que les mesures répétées sont nichées à l'intérieur des modalités de certains des facteurs du design et croisées autour des modalités des autres facteurs du design. Ce type de configuration est ce qui définit les plans mixtes. Voilà cet exemple. On dit que 2 médicaments sont censés avoir un effet sur le temps de réaction de sujets hyperactifs, mais ne pas avoir d'effet sur des sujets qui ne sont pas hyperactifs. Un chercheur veut évaluer l'effet de 2 médicaments comparés à un placebo sur le temps de réaction des sujets dans une série de tests classiques. 5 sujets hyperactifs et 5 sujets non hyperactifs participent à l'expérience et on mesure pour chacun d'eux la performance sous l'effet de chaque médicament. L'ordre d'administration des médicaments est réparti de manière aléatoire et avec un délai suffisant entre chacun pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet combiné des différents médicaments. La variable dépendante est le temps de réaction moyen exprimé en dixièmes de seconde ou différentes tâches. Et on s'attend à une diminution du temps de réaction de même ordre grandeur pour les 2 médicaments par rapport au placebo. On dit aussi que cette diminution devrait être présente que chez les sujets qui sont hyperactifs. On va commencer par identifier les VI et la VD dans ce design et déterminer leur nature afin de s'assurer qu'on est bien dans un contexte d'ANOVA. On s'attend à une diminution du temps de réaction suivant qu'on ait pris un médicament ou un placebo, et ce uniquement chez les sujets hyperactifs. Vous voyez qu'à nouveau, on n'a pas une seule hypothèse ici, on en a plusieurs. Ce qui est marquant, c'est que c'est le temps de réaction qui devrait varier en fonction de la condition. Le temps de réaction est donc bien la variable dépendante, comme c'est d'ailleurs indiqué tout à fait explicitement dans l'énoncé. C'est en fonction de 2 facteurs que devrait varier le temps de réaction. D'abord, en fonction de la modalité du facteur médicament. Il est indiqué qu'on compare 2 médicaments à un placebo. Ce facteur est donc un facteur à 3 modalités. Médicament 1, médicament 2, vs placebo. Le temps de réaction est également censé varier en fonction d'un autre facteur, qui est le fait d'être hyperactif ou pas. Comme je l'ai déjà rappelé dans l'exemple précédent, pour envisager une ANOVA à 2 facteurs, il est nécessaire qu'on ait des bonnes raisons de penser qu'il existe une interaction possible entre nos 2 facteurs. Or, c'est bien le cas, comme on peut le voir à travers cette phrase, dans laquelle on sous-entend que l'effet du médicament ne sera pas le même chez les sujets hyperactifs et chez les sujets non hyperactifs. En fait, on pense que l'effet sera nul chez les sujets qui sont non hyperactifs et qu'il sera non nul chez les sujets qui sont hyperactifs. Voilà l'indication de l'interaction entre les 2 facteurs qui m'amène à comprendre que je vais effectivement faire une ANOVA à 2 facteurs et reste maintenant à déterminer si je vais faire une ANOVA à mesure répétée ou pas. On a déjà vu que des mesures répétées pouvaient survenir, soit parce que l'individu statistique est constitué de plusieurs personnes physiques, ou parce que plusieurs mesures ont été récoltées sur une seule et même personne. Parfois, ces mesures répétées constitueront un facteur d'intérêt, parfois pas.
On va analyser toutes les possibilités pour essayer de repérer combien est-ce qu'il y a de mesures répétées par individu. Pour commencer, on peut noter ici que l'individu statistique est visiblement un seul et unique sujet. On a 10 sujets en tout dans notre base de données, et donc 10 individus statistiques. On va commencer par définir pour chacun des facteurs s'ils sont de type intra ou inter, puisque comme vous le savez, si un facteur de type intra, ça amènera forcément la présence de mesures répétées. Le premier facteur est le facteur hyperactivité. On a 5 sujets hyperactifs et 5 sujets qui ne sont pas hyperactifs. A priori, on a là des échantillons qui sont indépendants. On n'a aucune indication dans l'énoncé du fait qu'il existe un lien important entre les personnes des deux groupes. Vraisemblablement, on a choisi de manière aléatoire 5 hyperactifs et indépendamment 5 personnes qui ne sont pas hyperactifs. L'autre facteur, quant à lui, est par contre un facteur de type intra. Il s'agit du facteur médication à 3 modalités et on spécifie que chaque sujet est mesuré sous l'effet de chaque médicament. Autrement dit, chaque personne sera mesurée au moins 3 fois avec le médicament 1, avec le médicament 2 et avec le placebo. Dans l'énoncé, il n'y a aucune indication du fait que plusieurs mesures aient été collectées dans chaque modalité du facteur médicament et donc il semblerait qu'il y ait 3 mesures répétées par individu statistique. Voici la base de données. Vous pouvez constater qu'il y a 10 individus statistiques dans notre base de données, comme on l'a déjà mentionné précédemment, 5 hyperactifs et 5 non hyperactifs. Je vais mettre en évidence un des individus statistiques et pour changer un peu, je ne vais plus prendre le premier. C'est vraiment juste pour vous montrer que peu importe sur base de quel sujet on fait l'exercice, ça ne change strictement rien. Il y a 3 mesures répétées par individu statistique. Je prends cet exemple 32, 26, 28 et je vais regarder comment se positionnent les mesures répétées, d'abord par rapport au facteur hyperactivité et ensuite par rapport au facteur médication. Je constate que les 3 mesures répétées se trouvent dans une et une seule modalité du facteur hyperactivité, en l'occurrence dans la modalité des non hyperactifs. Comme vous le savez maintenant, je dirais alors que toutes les mesures répétées sont nichées à l'intérieur des modalités du facteur hyperactivité. Par rapport au facteur médication maintenant, je constate que les mesures sont réparties entre toutes les modalités du facteur médication. Et je dirais donc que les mesures répétées sont croisées autour des modalités du facteur médicament. En résumé, les mesures répétées sont nichées à l'intérieur des modalités d'un facteur et croisées autour des modalités de l'autre facteur. Nous sommes donc bien en présence d'un plan mixte. Et voilà donc de quelle manière vous devrez déterminer en présence de quel type de plan on se trouve, niché, croisé ou mixte, en fonction de la position des mesures répétées par rapport aux modalités de chacun des facteurs. Dans les vidéos qui vont suivre, je reprendrai les 3 exemples que j'ai introduits dans cette vidéo, de sorte à développer le problème et tester les hypothèses de recherche.